dans tous les cas individuels, eh bien, on devra voir dans quelle mesure on peut assurer entre ces valeurs une forme de concordance, une forme d'équilibre. Alors il y en a d'autres, Olivier Le Scuter, par exemple, qui fait partie de cette jeune génération, l'autre aussi, c'est un Stéphane Stotio, cette jeune génération de chercheurs, de scolaires qui travaillent sur les droits de l'homme. Lui, il dit non. Il dit non, il faut établir un que l'obligation de respecter prime sur l'obligation de protéger contre la violence terroriste. Il dit l'une trouve sa limite dans l'autre. Donc là, il y a vraiment un débat. Il y a un débat, mais voilà, je ne vais pas l'aborder ici, mais si vous voulez l'aborder, on peut l'aborder tout à l'heure. Voilà, donc je crois qu'au terme de ce troisième partie, l'obligation de lutter contre le terrorisme, si je veux faire une petite mini-conclusion de ce point-là, eh bien que les droits de l'homme, le droit international et européen des droits de l'homme, ne peuvent certainement pas miner la sécurité, ne peuvent certainement pas s'attaquer à la sécurité, doivent assurer la sécurité des personnes et des biens. Ça me semble vraiment... c'est une obligation, parce que la Convention des droits de l'homme et les autres textes internationaux de protection des droits fondamentaux, ce ne sont pas des textes suicidaires. Ce ne sont pas des textes suicidaires, parce que j'entends dire parfois que la Convention européenne des droits de l'homme détruit, c'est même le terme que je ne parvenais plus à me relier, pardonnez-moi, mais il disait détruit au fond la lutte contre le... Ça me semble tout à fait inexact. Elle ne détruit pas la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas un texte que là, et on disait non pas seulement la jurisprudence de la Cour, donc c'est le juge étranger, tout ce que vous voulez, dont on peut peut-être se méfier, mais c'est la Convention elle-même. La Convention ne détruit pas la lutte contre le terrorisme, pas du tout. Pas du tout, c'est pas un texte suicidaire, je ne fais pas le prix de meilleur mot, on n'est pas là, ça n'a aucun sens. Et les juges qui appliquent la Convention ne peuvent pas, à cet égard-là, s'engager dans cette voie. Voilà le premier aspect. Maintenant, je viens à la quatrième partie, l'obligation de respecter les droits humains. Et c'est là qu'évidemment, il faut voir comment le faire finement, comment assurer les deux ensemble. Alors, vous avez dit que ça, c'est peut-être illusoire, mais ça, c'est peut-être l'utopie absolue. On verra. Peut-être vous direz que c'est peut-être l'utopie, que c'est plus facile de faire blanc ou noir, que c'est plus facile de... moi, je continue à penser que non. Donc, si l'État ne peut pas manquer à son obligation d'adopter des stratégies antiterroristes sérieuses, et je dis bien sérieuses, et là, je refais ma parenthèse tout à l'heure, il faut quand même que, et justement, vous qui êtes des universitaires et qui serez quand même plus tard des acteurs dans le domaine qui est le vôtre, que ce soit le droit, que ce soit la science politique, que ce soit dans toutes les disciplines qui sont les vôtres, c'est quand même vous qui seront les personnes qui vont faire penser, qui seront l'opinion publique de demain. Il faut que ces stratégies antiterroristes soient sérieuses et efficaces dans toute la mesure du possible. Pas de niveau d'obligation impossible, mais des stratégies efficaces. Et là, je trouve qu'il faut vraiment lutter contre les faux semblants. Il faut lutter contre les faux semblants. Et je vais en dire quelques mots, parce que dans certains arrêts de la Cour, quand je vois les positions des uns et des autres, ce sont un peu des phrases qui n'ont pas de contenu. Et ça, une fois qu'on est dans ce domaine aussi difficile, on ne peut plus accepter des affirmations qui sont des affirmations à l'emporte-pièce, et donc on dira peut-être dans un autre, on s'est trompé, c'est pas ça qu'il fallait faire, il fallait faire toute autre chose. Ça, c'est irresponsable quand on est en politique. Pour moi, ça, c'est vraiment une position totalement irresponsable. Donc, d'un côté, l'État ne peut pas manquer à son obligation d'adopter des stratégies sérieuses, mais ne peut pas manquer à son obligation de respecter les droits humains et agir de manière disproportionnée. Ça, voilà l'élément qui est le premier élément de la recherche de l'équilibre. Il ne peut pas agir de manière disproportionnée et violer aveuglément. Et quand je dis aveuglément, c'est à dessein. Et il ne pourra pas violer aveuglément les droits des personnes touchées par cette stratégie. Et donc ici, il faut une analyse beaucoup plus fine que les slogans et de cette fausse opposition. Lutter contre le terrorisme avec les droits fondamentaux est une nécessité. On lutte contre le terrorisme non pas contre les droits fondamentaux, mais avec les droits fondamentaux. Il y a différentes raisons, et je vous les donne comme je les vois pour le moment. Il y a différentes raisons qui font cette obligation. Et elles ont en commun d'assurer la légitimité des interventions. Dans un État de droit, dans un État social, la légitimité des interventions de l'État est un point qui me paraît crucial. C'est un point qui me paraît crucial parce que, à défaut de légitimité, eh bien, on arrive non seulement à rien, mais on entre dans la voie du chaos. On entre dans la voie du chaos, on entre dans la voie de l'insécurité. On entre dans la voie de l'insécurité. Donc, les raisons qui font cette obligation ont en commun d'assurer la légitimité des interventions.
L'être humain est ce qu'elle est, la société est ce qu'elle est. Il faut l'accepter. Elle est comme elle est, avec des qualités, avec... Il faut prendre l'être humain et les sociétés comme groupe avec leurs forces et leurs faiblesses. Première raison pour laquelle il faut respecter les droits humains pour assurer la légitimité des interventions, c'est que les droits de l'homme, et c'est un peu leur fonction historique, c'est de garantir contre les dérapages. La violence d'État, elle a toujours existé, elle existera toujours. Le droit pénal, qu'est-ce que c'est, si ce n'est réguler la violence de l'État? C'est ça le droit pénal. C'est tellement clair, ça, depuis Beccaria, on le dit depuis toujours. Si on pousse le droit pénal, mais c'est ça, c'est effectivement limiter la violence de l'État que constituent l'État m'avait dit, enfin, tous les auteurs géniaux. Donc, première raison, c'est qu'il faut lutter contre les dérapages qui sapent précisément la légitimité de la lutte contre le terrorisme. Or, les dérives d'une politique antiterroriste sont réelles et pas imaginaires. Ces dérives, et elles sont, je ne veux pas dire que je les souhaite, non, mais elles sont d'une certaine manière naturelles. Elles sont d'une certaine manière naturelles et j'en vois des exemples. J'en prends des exemples, et je prends des exemples à travers de ce que j'ai vu à la Cour. On a eu toute une série de requêtes. J'étais encore là, parce que moi j'ai quitté la Cour en 2012. Donc j'en ai vu à ce moment-là, puis j'en vois encore maintenant, il y en a encore une qui est pendante aujourd'hui. C'est cette fameuse question, qui était complexe au départ, mais les remises secrètes en Europe de prisonniers à la CIA. Alors vous savez que dans le lié à 11 septembre, ça j'imagine que vous vous rappelez quand même, qu'à la suite des attentats du 11 septembre, plusieurs pays européens ont porté assistance aux États-Unis. Ils ont porté assistance aux États-Unis pour la remise à la CIA et la détention secrète de terroristes présumés sur le territoire européen avant le transfert à Guantanamo. Et donc ces prisons secrètes, elles sont secrètes, c'est bien pour ça qu'on n'en connaissait rien du tout. Moi je n'en connaissais rien avant de voir les affaires arriver à la Cour. Alors ces prisons secrètes, il y en a en Macédoine, il y en avait, je ne sais, je n'ose pas dire il y en avait parce que ça n'a pas encore, ça je l'avoue, je n'en sais rien. Il y en avait en Macédoine, il y en avait en Pologne, il y en a en Roumanie, il y en a en Lituanie. Or, la question, là, on est en plein dérapage. Là, on est en plein dérapage par rapport à la situation de la lutte contre le terrorisme. Je prends une affaire, El Masri contre la Macédoine. C'est une El Masri, c'est... Et quand je dis que c'est la grande chambre, parce que la Cour européenne des droits de l'homme juge, on est 47 juges, on ne juge pas à 47, vous imaginez, c'est faisable. Donc il y a des chambres de 7 et des grandes chambres de 17. Et la grande chambre de 17, c'est dans les affaires les plus importantes, les plus sensibles. Et lorsque c'est un arrêt de grande chambre, ça doit toujours rire de belle, parce que là, on se dit qu'il y a une affaire qui est particulièrement importante, et la décision de la Cour va alors, d'une certaine manière, influencer les cas ultérieurs. Dans cette affaire El Masri, grande chambre 2012, la Cour a condamné la Macédoine. La Cour a condamné la Macédoine qui avait aidé la CIA à enlever un Allemand, et cet Allemand a été torturé dans un hôtel de Skopje dans des dimensions dont vous n'avez pas idée. Et on est là dans le dérapage qui est dramatique, qui est tragique, parce que son seul tort, c'est effectivement d'avoir fait l'objet d'une erreur d'identité. C'était un El Masri et un autre, enfin, la confusion faisait que cet Allemand qu'on a amené là-bas, qui est torturé à mort, disons-le, dans un hôtel de Skopje, à l'abri de tout regard, parce que la question secrète est évidemment préoccupante. La question secrète est évidemment préoccupante. Là, on est vraiment tout à fait dans une erreur judiciaire, tout simplement. Et là, la Cour a conclu à la violation de l'article 3 de la Convention qui interdit la torture et les traitements inhumains et dégradants que les autorités américaines avaient imposé à travers cette remise là-bas. D'ailleurs, cette affaire El Masri, ça m'a frappé, c'était quelque temps après, cette affaire date de, j'ai dit en 2012, mais quel mois, mais voilà, c'était en décembre 2012, et puis en juillet 2013, le président Obama lui-même parlait des dérives que la lutte contre le terrorisme avait pu entraîner, et il évoquait notamment les prisons secrètes de la CIA. Il aurait dit, il faut reconnaître que c'était de la torture. Je lui dis, j'espère que vous avez lu l'arrêt de 2012, parce qu'on l'a déjà dit 6 mois avant nous. Donc c'est sûr que ce sont des dérives, ce sont des abus, mais dans tout exercice du pouvoir, et sans jeter la pierre aux uns aux autres, ça ne sert à rien de s'engager dans une espèce de culpabilisation collective. Tout pouvoir doit faire l'objet d'un contrôle, c'est aussi simple que ça. Et dans le domaine policier, dans le domaine judiciaire, où les risques d'abus sont encore plus grands, eh bien évidemment qu'il faut un contrôle. Donc première raison pour laquelle il faut respecter les droits humains, c'est le risque de dérapage. Le risque de dérapage qui est toujours présent et qui peut vous atteindre, vous et moi. Parce que ce bonhomme, cet Allemand là dans l'affaire El Masri,
c'était vraiment plus qu'un cauchemar. Plus qu'un cauchemar, parce que tout d'un coup se mettait contre lui. Une fois qu'on part au départ dans une affaire pénale et qu'on va dans une direction, les autorités policières et judiciaires ne peuvent quasiment plus revenir dans une autre dimension, parce que tout commence à faire farine au moulin, tous les éléments commencent à aller dans un sens, et ceux qui vont dans l'autre sens disparaissent. Ça, c'est paraît-il, une observation tout à fait classique de la psychologie. C'est quand on voit d'un côté, on ne voit pas de l'autre, et alors ça peut, au niveau collectif, être beaucoup plus préoccupant. Donc ces affaires continuent, il y en a encore. Il y en a encore qui sont pas d'autres, il y en a encore qui sont pas d'autres. Donc, première raison pour moi qui est vraiment importante, c'est le risque d'abus qui est indissociable de l'exercice du pouvoir et qui doit faire l'objet d'une protection. Seconde raison pour laquelle il importe de respecter les droits humains dans la lutte contre le terrorisme, et c'est lié évidemment à la première, c'est lorsque des mesures spéciales de prévention, de poursuite doivent être menées, et doivent l'être dans certains cas, il faut qu'il y ait un contrôle sur la pertinence et la nécessité des mesures. Un contrôle sur la pertinence et la nécessité des mesures antiterroristes. Et ça, c'est le cœur même des droits fondamentaux. C'est un contrôle sur les abus potentiels du pouvoir. C'est ça. Et ce contrôle doit être un contrôle externe. C'est un contrôle externe, et lorsqu'on entend me dire, mais oui, tous ces droits fondamentaux, on respecte très bien dans notre pays, c'est ça l'illusion. Le respect des droits humains, lorsqu'il faut assurer un contrôle sur la pertinence et la nécessité de mesures antiterroristes, doit être un contrôle extérieur. Doit être un contrôle extérieur parce qu'à l'intérieur, évidemment, on justifie. Et donc, le contrôle externe, c'est la Cour des droits de l'homme. Elle n'est pas mieux que les autres juridictions, elle n'est pas plus haut que la Cour suprême d'Angleterre, ni le Conseil d'État, ou le Conseil d'État, rien du tout. On est simplement le contrôle externe. Il faut assurer un contrôle sur des situations qui, par définition, sont sensibles. Alors, dans certains cas, les mesures prises antiterroristes sont tout à fait justifiées, mais dans d'autres, elles sont arbitraires. Et il faut trouver un chemin entre les deux. Alors, pour vous montrer quelques exemples plus précis de ça, ou quelques situations, de voir comment la Cour va fonctionner dans cette double obligation. L'obligation 1 de veiller à ce que les abus ne se produisent pas, parce que ces abus peuvent nous toucher tous. C'est pas simplement on peut tous se trouver. Et que l'autre raison, c'est que dans tout exercice d'un pouvoir, quel qu'il soit, il faut un contrôle. Et en matière de mesures terroristes, savoir si les mesures sont pertinentes et nécessaires. Et là-dessus, il y a un fameux travail à faire. Et je ne parle pas de la France que je connais très mal, mais quand je vois les mesures que l'on prend en Belgique, à travers tous les plans de sécurité, de ci, de ça, quand je les analyse, mais à la loupe, chacune d'entre elles, mais c'est pas du tout certain que ce sont des mesures pertinentes et nécessaires. Elles apparaissent comme ça, on les envoie, et alors il y a tous ces débats qui méritent, je ne le cache pas. Alors c'est certains débats, oh mais non, ces mesures sont inutiles, et puis d'autres, mais montrer ça concrètement, quelles mesures, comment, de quelle manière, ça alors c'est une vraie réflexion. Et c'est là que je trouve que les politiques doivent être responsables. Alors dans le sein de la Convention, c'est pour vous montrer que les choses sont vraiment complexes. Il y a des droits qu'on appelle absolus, et des droits qu'on appelle relatifs. Donc, en matière de droits de l'homme, tous les droits ne sont pas absolus, vous imaginez bien, et que même les exigences de la vie sociale, forcément. Donc, il n'y a pas que des droits fondamentaux, il y a aussi la sécurité nationale, il y a aussi des droits collectifs, il y a aussi des droits... Enfin, donc, il y a quelques droits absolus. Et c'est là qu'alors on va dire, oui, mais alors là, est-ce que dans celui-là, on peut l'accepter? Il y a des droits absolus, ça c'est vrai. Il y a des droits qui ne souffrent aucune dérogation. Aucune. Rien du tout. Donc, c'est ce qu'on appelle les droits indérogeables. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4. Le droit à la vie, l'interdit de la torture, de l'esclavage et du travail forcé, la légalité des délits et des peines. Il y a 4 droits absolus dans la Convention des droits de l'homme. C'est l'interdit de la torture qui nous intéresse ici. Donc, lorsqu'il y a torture, ou risque de torture, il n'y a aucune dérogation possible. Et d'ailleurs, la Cour va le dire, même dans les circonstances les plus difficiles, telles que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines inhumaines et dégradantes. Donc là, vous allez dire, voilà, lorsqu'il y a risque de torture ou risque de torture, eh bien, on ne peut pas torturer les terroristes. Eh bien, non. Alors, vous allez dire pourquoi? Eh bien, pourquoi pour moi, c'est le... Alors, je reconnais que là, c'est une prise de position, mais il y a toujours des prises de position. C'est que ça rejoint la valeur que je crois qu'on peut qualifier universelle de la dignité humaine. Ça rejoint la valeur universelle de la dignité humaine qui doit être respectée par tous
et pour tous, et donc pour toute personne. Et c'est ça qui va nous distinguer de la barbarie terroriste. Donc, abandonner ce qui est vraiment le cœur de la dignité humaine, oui, l'atteinte la plus forte à la dignité humaine qui est la torture, bien pour moi, d'y renoncer, ça marque simplement un recul de civilisation. Et donc là, il y a peut-être une limite. Mais est-ce que la Cour va être aveugle dans ces situations-là? Non. Il y a un arrêt de la Cour, et je trouve qu'il est vraiment important. C'est pour montrer que les choses sont beaucoup plus complexes que dans certaines affaires de terrorisme. Enfin, je prends un affaire, c'est l'arrêt Saadi contre l'Italie. C'était un monsieur qui était pas poursuivi, il était suspecté en Italie de terrorisme. Il n'avait jamais été ni poursuivi ni condamné. Mais l'Italie voulait l'expulser en Tunisie. L'Italie voulait l'expulser en Tunisie, et ça a été un cas où tous les États européens se sont un peu groupés pour venir nous dire ce qu'on allait faire. Il existait des risques réels de torture, de traitement inhumain et dégradant si on l'expulsait là-bas pour des raisons liées à son histoire. Et donc la Cour a dit qu'effectivement, si on l'expulsait en Tunisie, il y aurait risque de torture et de traitement inhumain et dégradant. Pourquoi je dis que cette affaire a fait couler beaucoup de bruit? Parce que c'est une affaire contre l'Italie, mais le Royaume-Uni est venu à la rescousse de l'Italie. Devant la Cour, certains pays peuvent venir faire ce qu'on appelle une tierce intervention devant la Cour et dire voilà, dans cette affaire, c'est une affaire qui nous concerne aussi, donc on va accentuer la discussion. Et le Royaume-Uni, qu'est-ce qu'il disait? Il faut prendre presque ça au pied de la lettre. Il dit, si on ne peut pas l'expulser, vous allez nous soumettre à de grandes difficultés. Ça, c'est le thème qu'on entend toujours. Si on n'expulse pas, on va être soumis à des difficultés, puisqu'on va nous empêcher de mettre à exécution la mesure d'expulsion. Puis, un second point, il disait, la menace constituée par cette personne doit être évaluée. Et troisièmement, il disait, on doit utiliser les lois immigration pour faire face aux menaces extérieures. Trois arguments du Royaume-Uni et que d'autres pays ont endossé: les difficultés en empêchant l'exécution, la menace la menace telle qu'elle apparaît dans le pays doit être